Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne des délaissés de l'histoire. Nous vous avons fait un peu attendre pour cette nouvelle vidéo, mais vous allez découvrir un personnage étonnant qui n'est autre que Snorri Sturluson. Snorri Sturluson vécut en Islande entre le XIIe et le XIIIe siècle. Écrivain, skald, sagamadeur, bondi, godi même, et plusieurs fois loxogomadeur, voici quelles furent les facettes de ces personnages hauts en couleur. Wow, tu vas te calmer avec tes termes techniques en rafale. On va réexpliquer tout ça en douceur. Alors un écrivain, c'est... Très drôle. Un skald est un poète du Moyen-Âge scandinave. Comme c'était par définition de bons orateurs, les skalds avaient un rôle important dans la société et la politique. Un sagamadeur, c'est un diseur de saga. Et pour reprendre la définition de Régis Boyer, une saga c'est un récit en prose, toujours en prose, ce point est capital, rapportant la vie et les faits et gestes d'un personnage digne de mémoire pour diverses raisons, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, en n'omettant ni ses ancêtres ni ses descendants s'ils ont quelque importance. Snorri était également un bondi. Les bønder étaient les Islandais libres d'origine scandinave. Ils se rassemblaient chaque année en une assemblée, l'Althing, pour prendre les décisions et voter les lois. Abandonnez vite le rêve d'une démocratie viking en avance de plusieurs siècles sur l'Europe. Les bønder étaient déjà une élite en Islande et seuls quelques-uns d'entre eux avaient assez de pouvoir pour influer directement sur l'assemblée, ce qui était par exemple le cas pour Snorri Sturluson. Un godi est un chef de clan, un bondi influent à qui d'autres hommes libres se lient. Ces derniers vivent sur ces terres en échange de leur protection mutuelle, comme un seigneur et ses chevaliers vassaux en somme. Le loxogomadeur traduisait le diseur de loi et le chef de l'Althing qui est élu pour une durée de 3 ans. On va finir avec une dernière parenthèse qui a son importance. Aujourd'hui encore, en Islande, on n'utilise pas de nom de famille. On colle à son prénom le prénom du père en rajoutant Son, fils de, ou Dottir, fille de. Snorri Sturluson est donc Snorri, fils de Sturla. À la lumière de ces définitions, et pour reprendre ce qu'on disait de Snorri, il fit donc partie de la classe sociale dominante et devint un chef de clan. Il fut plusieurs fois élu au poste politique le plus haut placé de l'Islande et fut un écrivain prolifique de récits en prose et en vers. Et ça, ce n'est qu'un résumé qui ne rend pas totalement hommage à la vie du personnage. Bien qu'il soit surtout reconnu comme écrivain, nous allons dans un premier temps vous parler de l'homme et de son histoire avant de s'intéresser à son œuvre. Alors mettez vos manteaux et vos bonnets et n'oubliez pas vos haches et vos casques à cornes et en route pour l'Islande du Moyen-Âge. Snorri est donc le fils de Hrvam Sturla Þórðarson et de Gudny Böðvarsdóttir, tous deux rattachés à des degrés divers à de grands héros islandais titulaires de leur propre saga. Snorri le Godi du côté de son père et Egil Skallagrimson du côté de sa mère. Si Sturla, le père de Snorri, était reconnu comme étant un homme de grande famille et susceptible de devenir un chef, il était également connu pour être injuste et non équitable. Si on résume en termes contemporains, son père est violent, radin, dangereux, mais d'une ascendance assez bonne pour éventuellement accéder au pouvoir. En effet, sa famille, les Sturlungar, est alors la plus puissante du pays. En 1181, Sturla entre en conflit avec un prêtre du nom de Pál Solvalson, et la querelle va prendre de telles proportions qu'un homme du nom de John Lofstone, connu pour être l'un des plus influents de l'Islande à ce moment-là, va se poser en arbitre. John propose également de s'occuper de Snorri, qui a alors 2 ans, et de l'emmener chez lui à Oddi pour l'éduquer. Snorri restera jusqu'à ses 18 ans. John Lofstone est un homme sage, un pieux chrétien et un homme cultivé. Il a grandi en Norvège et descend par sa mère du roi Magnus III, qui régna durant le dernier quart du XIe siècle. La ville où il réside, Oddi, est un véritable centre culturel pour l'Islande de l'époque, avec une église et une école. C'est dans ce décor qu'évoluera le jeune Snorri. Il y apprend la législation, le latin, la théologie, la poésie, et il se familiarise avec la mythologie gréco-latine. Ce mentor meurt en 1196. Snorri a alors 18 ans et il est plus que temps pour lui de trouver un endroit où poser ses valises. Sa mère ayant dilapidé son héritage, il n'a pour lui que son bagage intellectuel et son ascendance prestigieuse.
C'est désormais son frère Sigvart qui gère le domaine familial. Snorri est éduqué de bonne famille, aussi lui propose-t-on d'épouser Herdis Bersadottir, fille de Bersi le Riche qui possède, comme son nom l'indique, une immense fortune. Snorri et Herdis se marient durant l'été 1199 et s'installent à Oddi. Après 2 années passées à Oddi, Snorri reçoit d'un de ses oncles la moitié d'un domaine et part avec sa femme s'installer à Borg. On ne sait pas vraiment où ça se situe, surtout que Borg, en islandais, ça veut dire village. Il déménage de nouveau pour Reykjaholt, l'actuel Reykholt, en 1206, mais cette fois sans sa femme. Elle lui aura donné 2 enfants, Albera et John, et elle mourra en 1233. On n'en sait guère plus sur le reste de sa vie, ni sur les raisons de sa séparation avec Snorri. À Reykjaholt, Snorri agrandit sa demeure, se fait faire un sauna et étoffe son patrimoine en acquérant petit à petit nombre de terres. Il ne prend parti pour personne et favorise un camp ou l'autre, suivant l'air du temps ou ses intérêts. Nous n'avons pas mis d'image en phase avec le texte pour ne froisser aucune susceptibilité en ce temps de campagne électorale. De 1215 à 1218, il est même élu au prestigieux poste de Loksögumaður, une rareté au jeune âge de 36 ans. En 1218, Snorri part pour la Norvège. Bien que farouchement indépendant, les Islandais de l'époque sont encore très liés aux Norvégiens dont ils partagent la langue et la culture. En effet, aux alentours de l'an 1000, la première colonisation de l'Islande s'est faite par les Norvégiens. Sur le continent s'affrontent 2 personnalités, le roi Hakon et le Jarl Skully. Non, pas elle. Voilà. Un Jarl, c'est un chef puissant de la Scandinavie médiévale, un peu comme nos ducs à la même époque. Et ces Jarls peuvent être aussi puissants, voire même plus puissants que les rois d'alors. Or, le Jarl Skully a des vues sur les richesses islandaises et le roi Hakon également. Snorri passe un hiver en Norvège, où comme à son habitude, il ne prend parti pour personne. Il est couvert d'honneur tant par le Jarl Skully que par le roi Hakon. L'écrivain et neveu de Snorri, Sturla Þórðarson, mentionne dans 2 de ses sagas que Snorri aurait accepté de la part du roi et du Jarl la même mission, convaincre les Islandais de se rallier à eux. Il est difficile à ce moment-là de comprendre les intentions de Snorri, qui prend parti pour l'Islande, pour le Jarl et pour la couronne norvégienne à tour de rôle. Déjà double jeu c'est compliqué, alors triple faut oser. Mais c'est un peu la marque de fabrique du personnage que de soutenir des partis opposés, donc ça paraît crédible. Nous n'avons toujours pas mis d'image en phase avec le texte pour ne froisser aucune susceptibilité. Snorri envoie dès son retour son fils John en Norvège chez le Jarl Skully pour 3 ans. Il est ensuite élu Loksögumaður en 1222, puis sera réélu 2 fois jusqu'en 1231. Il marie 2 de ses filles à des chefs importants du pays et épouse Alveig Ormsdottir, la femme la plus riche d'Islande. Il est alors au sommet de sa gloire. Tout va bien donc pour Snorri. 2 fois marié à 2 femmes riches, il a été plusieurs fois élu au poste le plus prestigieux de l'Islande. Il gère un domaine immense avec une maison qu'il a considérablement enrichie, équipée et agrandie. Il n'a pas de quoi être malheureux. Il a eu 2 enfants de son premier mariage et au moins 3 de diverses concubines, dont un fils, Orekia, qui passera sa vie à déclencher catastrophe sur catastrophe avant d'être exilé pour une durée de 3 ans. C'est alors qu'arrive dans sa vie son super vilain, sous les traits de son neveu, Sturla Sigvardsson, le fils de son frère Sigvart. Attention, ceci est une alerte à la compréhension. Ne confondez pas les Sturla, l'un est le père de Snorri, un autre son neveu et écrivain, et celui-là neveu mais antagoniste. Bienvenue chez les Sturlungar. Bref, Sturla Sigvardsson est ambitieux et cupide. Comme son tonton et son papy. Bref, et ce gentil monsieur va gentiment contribuer à doucement envenimer la situation politique autour de Snorri, pour réclamer, selon lui, les terres qui devraient lui revenir. Ah, les histoires d'héritage. Snorri, comme à son habitude, essaye de calmer le jeu. Il était connu pour être aussi beau parleur que peu habile aux armes, après tout. Toutefois, l'Islande a un véritable problème d'organisation. On a parlé des lois, de l'Assemblée des hommes libres, tout ça. Sauf qu'il n'y a ni milice, ni juge, ni police. En gros, quand on est condamné, soit on accepte sa peine, soit c'est les voisins qui vous la font accepter. Ainsi, même si la loi donne raison à Snorri, les événements tournent quand même au tragique. Les affaires se règlent désormais à coups de lame entre Snorri et son neveu.
Son fils John est même assassiné en Norvège et son frère et son neveu l'attaquent. Il se trame aussi tout un tas d'autres actes que la morale réprouve à nommer dans cette vidéo. Finalement, l'affrontement vire à la dérouillée pour Snorri qui est contraint de partir pour la Norvège et de chercher protection auprès du Jarl Scully. Toujours d'après le témoignage de son neveu, Snorri aurait été fait Jarl en secret par le Jarl Scully en personne, ce qui en ferait son homme de main dévoué. Pourquoi il a accepté? On n'en sait rien. Pas plus que nous saurons pourquoi il est allé chercher la protection de celui qui n'a pas été fichu d'assurer celle de son fils John. Peut-être que Scully était finalement son dernier soutien. Quelque temps plus tard, Scully meurt et Hakon récupère ses prérogatives sur Snorri. Il lui doit obéissance sous peine de mort pour lui et toute sa famille. Et si le roi devait en arriver là, il récupérait la fortune conséquente de Snorri. Nous sommes alors en 1238 et sans se le cacher, ça commence à franchement sentir le roussi pour Snorri. Snorri espère bien rentrer au pays avant l'hiver, mais les événements là-bas ont tourné à la guerre civile et il reporte son voyage. Au printemps 1239, il veut finalement essayer de rentrer en Islande, mais le roi Hakon le lui interdit, et dans une grande démonstration d'obéissance servile, il lui répond « Haute-ville Ek », ce qu'on peut traduire littéralement par « je veux partir d'ici », et moins littéralement par « Tout roi que tu sois, je m'en tamponne la rate avec un bouquet fleuri de tes ordres. Ça, c'est mon bateau, je vais monter dedans, je vais rentrer en Islande. Alors, à plus ma puce, on se reverra en Valhalla et embrasse ta femme, comme on dit. Ciao. » Évidemment, Hakon ne prend pas ça avec le sourire. Hakon mandate toujours Thorvaldson, le nouvel homme fort de l'Islande, pour lui ramener Snorri ou le tuer. Et Snorri, une fois arrivé, histoire de bien liguer tout le monde contre lui, fait des histoires pour partager ses biens à la mort de son épouse Alveig. Il était vraiment radin jusqu'au fond des chaussettes, lui. Ce qui nous amène à l'épilogue de la vie de Snorri, en septembre 1241. Le 22 septembre 1241, 70 hommes, les divers ennemis de Snorri coalisés, rentrent chez lui et le tuent. Sa fin, racontée avec précision par son neveu, rapporte clairement le nom de ses assassins. Et bizarrement, tous ceux-ci sont morts peu de temps après. Comme quoi, Snorri avait encore quelques bons amis. Les derniers mots de Snorri étaient exactement en norrois « Ekil skal ogva ». Cette petite phrase parfaitement traduisible en islandais d'aujourd'hui peut signifier, selon le ton, que l'on ne connaîtra jamais, « Il ne faut pas me frapper !»« Tu ne dois pas frapper !»« Tu ne tueras point !» Or, il est tout à fait possible, étant donné le caractère de Snorri, qu'il ait voulu dire indifféremment un des trois, ou bien même les trois à la fois. Finalement, Snorri a réussi sa mort, bien au-delà de toute espérance, une mort tragique et ambiguë, à son image et digne d'une saga. On vous a abondamment parlé de la vie de Snorri car elle est assez représentative de sa culture et de son époque. Et puis, pour une fois que la vie d'un viking... Oui, ce terme n'est pas terrible, mais il est vendeur et compréhensible par tous. Viking désignait chez les anciens Scandinaves celui qui partait en expédition, ce qui ne fut, pour ainsi dire, jamais le cas de Snorri. Nous disions donc, pour une fois qu'un viking célèbre n'est pas une sombre brute vivante de pillage, on ne pouvait pas non plus laisser passer l'occasion. Aujourd'hui, Snorri Sturluson est surtout reconnu pour être l'écrivain du Moyen-Âge scandinave le plus prolifique. Et il faudra attendre Hans Christian Andersen au XIXe siècle pour être au moins égalé dans le nord de l'Europe. Et si on pousse le bouchon un peu plus loin, c'est sans doute l'auteur du Moyen-Âge le plus prolifique du monde occidental. Oui, parce que non content d'avoir eu une vie chargée, monsieur écrivait beaucoup. Beaucoup même. Il nous a laissé des poèmes skaldiques. Et si vous souhaitez en savoir plus sur la skaldique et ses règles, allez donc voir notre précédente vidéo qui devra apparaître par ici. Il nous a laissé l'Edda, un texte mythographique. Ça veut dire qu'il expose une mythologie. Qui est d'une importance capitale pour notre culture. Il a été écrit aux alentours de l'an 1225, pendant la période de faste de Snorri. Selon François-Xavier Dillmann, il s'agit du recueil de mythologie nordique le plus complet, le plus cohérent et le plus intelligible jamais écrit dans le Moyen-Âge scandinave. Rien que ça. Pour faire simple, l'Edda de Snorri a plus ou moins posé les bases de ce que nous connaissons aujourd'hui de la mythologie scandinave. Mythologie qui a entre autres influencé l'heroic fantasy d'aujourd'hui et notre vision des Vikings. L'Edda est divisée en trois parties.
Un premier texte qui pose les grands noms de toutes les figures de la mythologie scandinave que l'on connaît. Odin, Thor, Valkyrie, Fenrir, Freyr, etc. etc. Leda continue avec ensuite le Skaldskaparmal, À tes souhaits. qui donne toutes les clés de base de la poésie skaldique et notamment des explications sur les métaphores qui abondent dans ces textes. Ensuite, Snorri conclut son propos avec le Hatatal, un texte qui, s'il prend la forme de louange au roi Hakon, Mais quelle lèche-botte! permet surtout à Snorri de montrer toutes les possibilités d'organisation d'un vers, soit 250 possibilités. Il était plutôt doué le bonhomme. Enfin, Snorri nous a livré aussi quelques sagas, celle d'Egil, fils de Grimm, le chauve qui fut sans doute un de ses ancêtres, et le recueil des sagas des rois de Norvège qui compte pas moins de 16 sagas. Comment sait-on tant sur Snorri? Rappelez-vous ce que nous disions dans l'intro. Les sagas sont riches en événements et en détails. La vie de Snorri nous est essentiellement connue par un gigantesque corpus de textes, la Sturlunga saga, ou saga des Sturlungar, qui raconte l'histoire islandaise entre le XIIe et le XIIIe siècle. Ce corpus regroupe une douzaine de textes écrits par divers auteurs. On y retrouve entre autres les deux textes du neveu de Snorri dont on parlait à l'instant, l'Islandinga saga et la saga d'Hakon Hakonarsson. La première racontant la vie de Sturla Thordarson et la seconde la vie du roi Hakon. Retour aux sources. Voilà donc une brève présentation des livres qui nous ont servi pour monter cet épisode. En premier, il y a ceci, Les Vikings de Régis Boyer, dont on avait déjà parlé dans la précédente vidéo, qui nous a servi notamment à comprendre un peu comment marchait l'Islande du Moyen-Âge. Dans ce recueil, on retrouve les sagas islandaises. Il y a ici donc toutes les sagas écrites par les Islandais de cette époque. Donc on retrouve celle de Snorri, mais aussi celle de son neveu et encore bien d'autres. Un très gros recueil. Le Pléiade, voilà. Leda, qui a été traduite par François-Xavier Dillman, dont on parle un petit peu plus tôt, qui est donc le grand recueil de mythologie de Snorri, et vous pouvez aller le lire, ça vaut le coup. Et enfin, Snorri Sturluson de Régis Boyer. Donc là, c'est l'explication de sa vie et de son œuvre. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt, maintenant qu'on a emménagé dans notre nouvelle maison. Voilà. Ce sera plus rapide. Et à bientôt pour la prochaine. Au revoir. Au revoir.